Bonjour à tous, Bonjour c'est à le tous, c'est le rapport qui met rapport qui Félix met Tshisekedi sur les dents, un rapport explosif de l'ONU sur les ambitions de l'Alliance du fleuve Congo et du M23 avec l'appui de l'armée rwandaise et de et de l'ex-président congolais Joseph Kabila condamné par contumace. Un rapport un rapport explosif puisqu'il met officiellement en lumière les ambitions du mouvement, à savoir la création d'une république fédérale du Congo, une partition du pays. En réalité, un secret de polichinelle. Bonjour Patrick Bécaud, géopolitologue, expert des Grands Lacs africains. Nous allons tenter avec vous de percer ce que cache ce rapport de l'ONU, dont le timing laisse penser que l'AFC et le M23 sont près du but et qu'il faut à tout prix stopper ce mouvement, stopper également Joseph Kabila et l'armée rwandaise. Bonjour Samantha. Pour ceux qui suivent les événements dans la région depuis plusieurs années, ce rapport n'est pas une surprise. Ça fait des années justement que l'ONU produit des rapports sur la situation en RDC. Je pense que celui-là, c'est peut-être le 20e. Donc c'est depuis 2001 que l'ONU produit des rapports. Et dans ces rapports, justement, les experts de l'ONU ont relevé plus d'une fois que l'un des objectifs poursuivis par le Rwanda, à travers toute cette constellation de groupes armés, c'est de créer des conditions politiques qui vont permettre à ces groupes-là de créer un État fédéral à l'est du Congo. Donc c'est ce que nous observons et le rapport qui vient de sortir apporte davantage d'informations sur le rôle que joue aujourd'hui l'ancien président Joseph Kabila. Mais si l'on on examine le rapport de près, on n'apprend pas grand-chose à part ce que l'on sait déjà, que le groupe d'experts nous a expliqué par le passé. Mais je parlais du timing parce que est-ce que la situation est réellement inquiétante? Est-ce que l'alliance, du fleuve Congo, le M23, Joseph Kabila et l'armée rwandaise sont près du but, sont près, de cette partition, de la RDC? Oui, j'ai compris par rapport au timing, mais l'ONU produit des rapports sur le Congo chaque année, en fait. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et la deuxième chose, par rapport à ce timing, justement, si le Rwanda est en train de réussir son pari, je pense que oui. Moi, je l'ai déjà expliqué d'ailleurs dans le livre que j'ai publié en 2024, Rwanda malheur vaincu. Je revenais justement sur le rôle du Rwanda via le M23 et j'expliquais très clairement que l'objectif ultime, c'est de créer les conditions politiques qui vont permettre au Rwanda, justement, de créer un État de fait à l'est du Congo, notamment la création d'un État fédéral ou d'un État autonome coupé de Kinshasa. Et c'est ce que cela semble démontrer, c'est ce que semble démontrer aujourd'hui le dernier rapport des Nations Unies. Oui. Est-ce que Est-ce le qu'il vous Rwanda est sur semble le plus point? étayé ce rapport? On va y Oui, venir en détail. la plupart des rapports des Nations Unies sont quand même très étayés parce que les experts se rendent sur le terrain, discutent avec les différents protagonistes et ont accès parfois à des documents confidentiels, à des confidences de diplomates, mais aussi des acteurs impliqués dans la guerre, dans la partie est de la RDC. Et donc, de mon point de vue, je crois que le Rwanda est en train de réussir son pari, d'autant plus que depuis 2022, des pans entiers du nord et du sud Kivu sont administrés par le M23, par le Rwanda via le M23. En fait, il y a un État dans un État aujourd'hui et cette réalité existe depuis, le retour du M23 sur la scène politico-militaire, à la fin 2021. Alors, on va rentrer plus en détail dans ce rapport. Il montre que le mouvement AFC M23 ne se comporte plus comme une simple rébellion. Le document affirme que l'alliance se transforme en une structure politico-militaire, se dote d'une administration parallèle dans les zones qu'elle contrôle. Dans quelle mesure ce mouvement agit comme un gouvernement parallèle? Mais ça, on le sait depuis 2022 parce que, ils prélèvent les taxes. Et les rebelles du M23 prélèvent les taxes. Il y a toute une administration là-bas. Le gouvernement central de Kinshasa ne contrôle rien par rapport à la situation qui se déroule dans les zones qui sont contrôlées par le M23. Et donc, ce que dit le rapport des Nations Unies, c'est une réalité qui est connue de tous les Congolais, y compris des chancelleries étrangères aussi. Mmh. Alors, que pensez-vous justement de la publication de ce rapport? Vous l'avez dit, qui met en lumière ce que l'on sait déjà, au fond, la mainmise, les ambitions politiques de l'AFC, dans l'Est en proie à la rébellion. La guerre, elle dure depuis plus de 30 ans. On imagine que pendant 30 ans, la rébellion, s'est organisée, a tissé sa toile dans la région.
Oui, en fait, je veux juste nuancer quelque chose, c'est que la guerre ne dure pas pendant près de 30 ans. Il y a des cycles, il y a l'instabilité Oui, dure depuis c'est près de pas une guerre 30 ans. continue, oui, oui. Exactement. On a une instabilité qui dure, elle, depuis près de 30 ans, avec des cycles de conflits de haute et de basse intensité, dépendamment euh, des périodes. Et là, on a un conflit de très haute intensité avec le M23. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'Est du Congo est devenu une sorte de no man's land, contrôlé par des chefs de guerre, eux-mêmes contrôlés par des pays voisins qui ont des ambitions, qui ont des velléités à l'Est du Congo. On parle beaucoup du Rwanda, mais on oublie aussi l'Ouganda qui, lui, travaille de manière très silencieuse, mais qui se révèle être aussi l'allié de la RDC dans la traque, en tout cas de soi-disant rebelles ADF NALU. Donc on est face à une situation extrêmement volatile et très complexe dans laquelle chacun essaie de tirer profite de cette situation d'instabilité pour atteindre l'inavouable dessein. Pour l'Ouganda, c'est le contrôle de l'Ituri. Pour le Rwanda, c'est le contrôle d'une partie de l'Est congolais. Pour le gouvernement de Kinshasa, c'est de créer les conditions politiques qui vont permettre au président Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Donc à la lumière de ce rapport onusien, l'autorité de l'État est-il profondément affaiblie? Oui, mais depuis très longtemps. À l'Est du Congo, c'est depuis très longtemps. Et cette autorité n'existe même pas, en fait, à l'est du Congo. Et même dans d'autres parties de la République qui sont encore sous contrôle du gouvernement central, on voit des troubles. Et donc, le gouvernement peine à contrôler effectivement les zones sous son contrôle. Ça, ce n'est pas seulement par rapport à la partie Est. Vous avez, on a eu des problèmes dans la partie Ouest aussi, avec des groupes armés qui sont apparus, en tout cas des mouvements violents qui sont apparus, des conflits parfois entre ces mouvements-là que le gouvernement n'arrive pas à juguler. Il est vrai que le Congo a un gouvernement légitime, bon, je dirais pas légitime, mais un gouvernement établi, mais qui peine à contrôler effectivement des pans de territoire sous son contrôle. Alors pour l'instant, le discours du pouvoir, de Kinshasa, c'est d'expliquer qu'il contrôle finalement l'ensemble du territoire, et qu'il mène effectivement, des opérations sécuritaires, dans cette optique. Ce rapport vient-il appuyer Kinshasa ou au contraire met également les failles, du pouvoir, en lumière? Les 2. En fait, le rapport appuie Kinshasa, qui ne cesse justement de fustiger le Rwanda pour son rôle dans l'est de la RDC. En même temps, il met en lumière aussi les failles de la gouvernance congolaise, en tout cas la gouvernance sécuritaire du pouvoir Tshisekedi. Donc les 2, en tout cas, le rapport, met en évidence les 2 phénomènes, les 2 problèmes. Mmh. Mais dans quelle mesure ce rapport justement, sera utile, aux autorités, congolaises? Mais, comme le rapport passé, hein, la question de savoir comment est-ce que les autorités vont gérer ça. Le rapport, encore une fois, parle d'une réalité qui est connue de tout le monde, y compris des diplomaties, des diplomates occidentaux et même africains. La vraie question de savoir comment le gouvernement congolais va gérer ça. Par le passé, le gouvernement congolais a mal géré la situation. Si l'on va, c'est sûr qu'on va revenir sur le cas du président Kabila, mais je pense que la manière dont le dossier a été géré, justement, permet de comprendre aussi aujourd'hui l'articulation de la stratégie de Joseph Kabila dans cette affaire. Parce qu'on l'a accusé d'être le patron du M23 très tôt pour des raisons de politique politicienne, il faut le dire en toute honnêteté, ben cela a poussé justement l'intéressé à se rapprocher véritablement du M23 pour créer les conditions politico-militaires qui vont lui permettre de peser dans les discussions politiques à venir. On va y revenir, sur Joseph Kabila, c'est très important. Justement. Tout à l'heure, vous avez précisé qu'effectivement, la rébellion, prélève des taxes. D'après le rapport, elle centralise la perception des recettes publiques, contrôle la gestion locale de plusieurs sociétés nationales, la Société nationale d'électricité, la Régie de distribution d'eau. Le mouvement aurait également remplacé la Société nationale d'assurance par une structure privée, réorganisé les territoires sous son contrôle en 3 zones de défense. Par quel mécanisme concret une rébellion parvient-elle à s'approprier finalement et à gérer les services, publics de l'État? Aussi stratégiques même? Entre guillemets, qui est une fabrication, en fait, étrangère du Rwanda et dans une certaine mesure de l'Ouganda. Et donc pour moi, ce n'est pas le M23 qui gère cette partie. Oui, il y a une forme d'administration gérée par le M23, mais le véritable patron de tout ça, c'est le Rwanda, du président Kagame, qui garde la main sur tout ce qui se passe dans les territoires qui sont contrôlés par le M23. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Au lieu de parler d'une gestion du M23, ce qui est réel, hein, je ne remets pas ça en question, il faut parler d'une gestion rwandaise par M23 interposé. Et ça vous permet de comprendre tout ce qui est en train de se passer dans la partie est de la RDC, dans les zones sous contrôle du M20.
Mmh. Alors la coalition, politico-militaire AFC, M23 a fait de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, son principal siège opérationnel administratif. Comment l'emprise du mouvement s'exerce-t-elle aujourd'hui sur les populations, et est-ce que ce mouvement bénéficie, d'un large soutien même, local? Mais c'est difficile à dire, mais une chose qui est certaine, c'est que les populations congolaises de la partie est ont une expérience douloureuse, hein, par rapport aux guerres passées, aux guerres pilotées à partir du Rwanda. Et le fait d'associer le M23 au Rwanda pose problème aux yeux de beaucoup de Congolais. Donc on ne peut pas parler d'une véritable assise populaire. Par contre, ils essaient d'exercer le pouvoir par la force, ils ont les armes, ils contrôlent de fait ces territoires-là et il faut se soumettre en fait aux injonctions, aux volontés des nouveaux maîtres du coin, donc du M23. La coalition militaro, politique, a fait de la ville, de Goma, dans le Nord Kivu, son principal siège opérationnel et administratif. Comment, l'emprise, de l'AFC M23 s'exerce-t-elle sur les populations et ce mouvement bénéficie-t-il, du soutien local? Il y a 2 choses à dire à ce sujet. D'abord, il y a eu des violations massives des droits humains qui ont été constatées, qui ont été relevées et documentées justement par les organisations internationales, en tout cas au niveau dans les zones contrôlées par le M23. Le deuxième élément est que le fait que ce mouvement soit soutenu par le Rwanda pose problème à beaucoup de Congolais en raison justement de ce passif douloureux entre le Rwanda et la RDC par rapport aux guerres passées depuis 96, 98, 2008, 2009, 2012 avec la première version de M23 et puis aujourd'hui. Et donc là, on ne peut pas dire que le soutien de la population congolaise soit acquis, en tout cas en ce qui concerne le M23. Une chose est aussi certaine, c'est que le Congo, la plupart des Congolais sont circonspects, dans la mesure où ils ne soutiennent pas nécessairement le M23 en raison de ses liens avec le Rwanda, mais ne soutiennent pas non plus le pouvoir de Félix Tshisekedi, dont la gouvernance pose problème, hein, pour beaucoup de gens, en raison de la corruption endémique, du tribalisme exacerbé, mais aussi de cette volonté de vouloir s'éterniser au pouvoir, donc aller au-delà de son deuxième mandat, briguer un troisième mandat. Et donc on est dans une situation, dans une configuration où les Congolais observent les deux forces en présence sans nécessairement prendre parti. Et la situation est encore beaucoup plus critique dans la partie Est, notamment en raison des liens qui unissent le M23 et le Rwanda, pays qui n'est pas beaucoup apprécié, on le comprend bien, par une bonne partie de la population de l'Est congolais. Mmh. Le rapport Le dévoile rapport les dévoile les ambitions aussi ambitions aussi politiques de la politiques de la FCM23, la FM23, la rébellion qui rébellion qui chercherait, bon, chercherait à à renverser, renverser le le gouvernement, gouvernement congolais ou à congolais, défaut la donc défaut créer, de on l'a dit, créer une une entité autonome dénommée donc cette République fédérale du Congo. Congo. Est-ce que Est-ce que, dans quelle dans mesure quelle en mesure, en réalité sur le réalité, sur terrain le terrain, aujourd'hui, peut-on parler parler réellement d'une d'une partition en partition en cours, en pour marche? mars? Oui, bah, déjà les territoires sont contrôlés par le M23. C'est un fait. On a parlé d'une gouvernance parallèle à la gouvernance centrale de Kinshasa. Troisièmement, on a une présence armée du Rwanda, mais aussi de ses supplétifs. Et l'un des éléments les plus inquiétants dans ce rapport, c'est le nombre aujourd'hui des éléments du M23. Les soldats du M23, on parle de près de 30 000 militaires. 30 Donc 000, oui, c'est oui, comment on va gérer ces gens-là demain, même si le Rwanda venait à se retirer officiellement du Congo, comment on va gérer les 30 000 soldats du M23? Et donc on a un véritable problème. On a un État dans l'État. On a un vrai gouvernement parallèle au gouvernement de Kinshasa et on ne voit pas comment les choses vont se régler en raison justement de cette animosité qui règne aujourd'hui entre le pouvoir de Kinshasa et l'ancien président Joseph Kabila, qui est indexé dans le dernier rapport des Nations Unies. Pardon, parce que Kinshasa n'est pas disposé à négocier avec eux. Or, la réalité des faits est que ces gens contrôlent une partie du territoire national. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça la vraie question. Et de mon point de vue, si ça ne se règle pas sur le terrain militaire, on ne voit pas comment, sur le plan diplomatique, tout ça va s'articuler pour donner un sens cohérent, un retour à la paix en RDC. mais quels sont Mais quels dans sont l'accord dans de paix l'accord les de paix les contours contours justement qui justement qui concernent, concernent le dépôt le des dépôt des armes armes, et éventuellement un éventuellement un programme, de programme de désarmement, désarmement, réinsertion, réinsertion, Mais réintégration même? en fait, on n'a pas tranché cette question tout simplement parce que les négociations entre le gouvernement congolais et le M23 piétinent aujourd'hui. Le processus de Doha est dans un état comateux. Il y a eu des discussions au niveau
de l'Angola qui a repris la main d'une certaine manière à la demande de Kinshasa, mais aussi de l'Union africaine, pour essayer d'organiser une sorte de dialogue national inclusif, mais tout, la situation achoppe justement en raison des réticences du gouvernement congolais à laisser l'Angola gérer justement ce dialogue. Kinshasa, le président Tshisekedi veut tout gérer et veut surtout exclure le M23 des discussions, dans le cadre de ce dialogue inclusif national. Ce qui pose problème aux yeux des observateurs étrangers, à commencer par l'Angola, qui essaie justement de ramener les parties autour de la table. Donc à ce jour, on ne sait pas, pardon, ce que deviendra le M23, ce que deviendra la prochaine armée nationale. En fait, on ne sait rien de la situation politico-militaire en raison du blocage qu'on observe depuis un certain temps entre Kinshasa et le M23. Alors, c'est vrai que le mouvement compterait actuellement près de 30 000 combattants, hein, c'est ce qui précise 30 le 000 rapport. combattants et Ouais. c'est énorme parce que Mmh. 30 000 combattants du M23, c'est pratiquement l'armée rwandaise. Parce que Mmh. l'armée rwandaise, c'est près de 35 000 hommes. On vous dit que le M23 seul a aujourd'hui 30 000 combattants. Alors oui, le rapport précise 30 000 combattants, des combattants historiques, de nouvelles recrues, d'anciens militaires aussi des forces armées congolaises, les FARC, des policiers, des combattants Wazalando, c'est-à-dire c'est un groupe d'autodéfense, qui aurait donc rejoint, les rangs, du M23 après l'occupation de Goma, et à cela s'ajoutent les 14 000, soldats rwandais La qui seraient rwandaise, présents exactement, donc sur le sol, congolais. congolais. Donc, sommes-nous réellement là, vu ces chiffres, face à une simple rébellion ou à une véritable armée conventionnelle, prête même à marcher sur Kinshasa demain? Mais c'est une véritable armée conventionnelle. En fait, c'est une rébellion qui a les attributs d'une véritable armée conventionnelle parce qu'elle est soutenue par une armée conventionnelle. Et l'un des éléments, je suis d'ailleurs content de voir que le groupe d'experts parle aujourd'hui de près de 14 000 soldats rwandais. Moi, après la chute de Goma, je parlais de 10 000. À l'époque, les experts des Nations Unies disaient qu'il y avait 4 000 à 5 000 soldats rwandais. Mais des sources, j'avais pu avoir des contacts avec des sources militaires sur place qui me parlaient de près de 10 000 soldats rwandais. Mmh. Et je suis satisfait de voir qu'aujourd'hui, on reconnaît que le Rwanda a déployé près de 14 000 hommes en RDC. Ça montre à quel point l'enjeu est important pour le régime de Kigali parce que, encore une fois, l'armée rwandaise, c'est quand même 35 000 hommes. Et là, on vous dit que cette armée-là, le Rwanda a déployé pratiquement 45 de ses effectifs militaires en RDC. C'est énorme pour une armée conventionnelle. Donc, en réalité, cela montre à quel point le Rwanda a inscrit justement ce dossier. Pour le Rwanda, ce dossier est hautement stratégique. Et aujourd'hui, au regard du rapport de force sur le terrain, on ne voit pas comment la situation va se décanter parce que les États-Unis font pression justement sur le Rwanda pour qu'il retire ses hommes. Mais dans le cas où cela arrivait, comment on va gérer les autres combattants du Et M23? ce chiffre des 30 000 combattants n'est jamais apparu dans les précédents rapports, onusiens? Non, pas du tout. C'est très surprenant, justement. Et ça montre à quel point le M23 est en train de créer les conditions gagnantes, en fait, dans les négociations futures, parce que là, on n'a plus affaire, comme vous l'avez d'ailleurs relevé, à une rébellion classique, une petite rébellion ou un groupe qui combattrait un gouvernement légitime en place. On est face à une véritable armée conventionnelle. C'est un groupe rebelle, certes, mais une véritable qui a les attributs d'une armée conventionnelle. Et Donc on ça, voit bien c'est que ce rapport, il est très lourd de conséquences, hein, au regard de ces exactement. révélations, et je précise donc que l'ONU évoque donc les liens étroits avec l'armée rwandaise, ce n'est pas une surprise, mais révèle aussi, précise, donne des éléments, précis sur, la collaboration, actuelle avec l'ex-président, Joseph Kabila. L'ONU, documente l'existence même d'une plateforme appelée «Sauvons la RDC», directement liée à Joseph Kabila, c'est l'ancien président, hein. C'est l'outil politique qui devrait relayer les appels à un changement de régime, à Kinshasa. C'est quoi le deal entre Kabila, l'AFC M23 et l'armée rwandaise, à savoir le Rwanda? En fait, le deal, je pense que leur point commun, c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, le point commun de tous ces gens, c'est Tshisekedi. Alors, pour une fois, l'ONU documente très clairement le rôle du président Kabila, de l'ancien président Kabila. Et ça, moi, de mon point de vue, ça se comprend. C'était prévisible. À partir du moment où le gouvernement de Kinshasa s'est lancé dans la traque de Kabila, de ses proches, on a harcelé ses proches, on a saisi ses biens, il était, de mon point de vue, tout à fait certain que Kabila allait se jeter dans les bras du M23. Le gouvernement congolais avait accusé déjà par le passé Kabila d'être le patron du M23, de l'FC M23, justement en raison
à cause de la présence de certains de ses proches ou anciens proches dans ce groupe armé. Mais de mon point de vue, à l'époque où le Tshisekedi accusait Kabila d'être membre du M23, Kabila ne l'était pas en réalité. Il ne l'était pas. Mais le fait de le pousser à bout, de le condamner par contumace dans un procès qui était assez problématique du point de vue de plusieurs observateurs, cela a poussé Kabila justement à se positionner en prenant fait et cause pour l'M23 et en s'associant au Rwanda avec lequel elle a toujours entretenu des liens pour le moins curieux. Ça, il faut quand même le dire. Et donc aujourd'hui, je pense que l'objectif du M23, de Kabila et même de leurs parents rwandais, c'est de se défaire de Dan Tshisekedi, Mmh. qui lui jure aussi de se défaire du M23 pour s'éterniser au pouvoir. Donc on est face à deux forces qui se regardent en chien de faïence et qui vont se battre jusqu'à la mort, soit pour conquérir le pouvoir pour l'un ou pour l'autre le conserver. On est dans cette dynamique. Mais pour qui roule, réellement Kabila? Pour lui-même par rapport à ce que vous Mais moi dites, je pense que c'est-à-dire, Kabila, cette rivalité avec, Félix Tshisekedi, ou alors il y a, d'autres intérêts, qu'il peut servir? mais je pense que non. Et cette configuration, Kabila roule d'abord pour lui-même, ça c'est une chose, mais dans la configuration actuelle, il s'est associé au Rwanda, donc il va d'une certaine manière rouler aussi pour le Rwanda. C'est comme le M23 ou Corneille Nangaa. Corneille Nangaa roule pour lui-même, mais aussi pour le Rwanda, qui est le parrain du groupe qu'il dirige, qu'il Corneille dirige Nangaa qui est politiquement, le chef, de l'AFC, hein, donc la de branche l'AFC politique du M23. M23. Exactement. Donc en fait, chacun joue sa partition en fonction de ses intérêts, mais en prenant en compte les réalités du terrain. Et donc le M23 dépend du Rwanda. Sans le Rwanda, le Et M23 n'est d'ailleurs, rien. Corneille Nangaa est réputé pour ses sorties, hein, Exactement. fracassantes puisqu'il a souvent, déclaré qu'il allait, marcher sur Kinshasa, en tout cas. Exactement. Et donc, je pense que là, aujourd'hui, chacun, en fait, de mon point de vue, chacun roule pour ses intérêts, mais en prenant en compte la configuration et les réalités du terrain. Donc, Mmh. là, on va traiter avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda le parent de tout ça, même si on a des ambitions personnelles à attendre. Alors, selon les informations toujours du groupe d'experts, hein, qui a publié ce rapport, un remaniement même de l'AFC M23 serait envisagé, incluant un potentiel changement de nom même pour le mouvement. Donc, l'objectif de cette restructuration, ce serait d'élargir donc l'attrait politique de l'alliance au-delà de la dimension qui est purement militaire, hein, et locale. Et Joseph Kabila y est pressenti pour occuper un rôle de premier plan. Alors, premièrement, que pensez-vous de ces informations? Et deuxièmement, ces informations nous permettent de comprendre aussi pourquoi ce rapport, il est mis au grand jour maintenant, en tout cas les révélations, les précisions supplémentaires qu'il fournit. Eh bien, déjà, la chose la plus importante de mon point de vue, c'est que ce rapport vient confirmer ce que je dis déjà depuis plusieurs mois, c'est que on voit bien que Joseph Kabila n'a jamais été le véritable patron de l'F-23 à ses débuts. La situation a évolué en fonction de plusieurs éléments, plusieurs paramètres à prendre en considération. Donc là, le harcèlement de Joseph Kabila et de ses proches, la mise au banc justement par Tshisekedi du M23, alors qu'il y a des négociations qui doivent se tenir à Doha ou même au niveau de l'Angola. Donc il y a une configuration, il y a un contexte politique qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ces réajustements. Il y a un autre élément qu'il faut garder à l'esprit aussi, ce sont les sanctions américaines. Le 1,23 est dans une position assez intenable en raison des sanctions américaines. Mais encore une fois, les Américains ne sanctionnent pas le M23 ou le Rwanda pour le beau jeu des Congolais. Ils le font parce qu'ils veulent que l'accord de Washington puisse aboutir, puisse être appliqué. Et là, quand je parle d'accord de Washington, je ne parle pas du processus de paix. Je parle du processus économique qui a été, en fait, le processus économique qui est au cœur de cet accord, c'est-à-dire de créer les conditions politiques qui vont permettre aux Américains de s'installer, d'exploiter, d'avoir accès aux gisements stratégiques congolais, mais aussi de chasser les Chinois, de les mettre en quarantaine. Donc cette articulation, c'est toute cette articulation qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et Mais le vous pensez que 1,23, ces évolutions annoncées, au niveau de l'alliance, AFC M23, avec, Joseph Kabila, ce serait aussi peut-être un clin d'œil, aux Américains, vous pensez? je ne pense pas Une parce que les quête de Américains, respectabilité, je alors que ne la crois pas. situation s'enlise? Je ne crois pas. Les Américains ont une idée toute faite sur la situation en RDC. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts économiques. Point barre. Par contre, sur la scène régionale, oui.
parce que sur les pays, l'avantage du M23 par rapport au pouvoir de Kinshasa, c'est au niveau régional. Kinshasa bénéficie du soutien des États-Unis, si on peut dire comme ça, mais pas du soutien de la plupart des pays de la région. Et c'est en cela que l'M23 euh, se révèle quand même redoutablement efficace dans sa stratégie. Parce qu'on a vu en Angola, le président angolais a clairement dit que les discussions ou le dialogue inclusif en RDC doit inclure le M23 Joseph Kabila. Si l'Angola le dit, on peut être sûr que c'est ce que pense le Kenya, c'est ce que pense l'Ouganda, c'est ce que pensent la plupart des pays de la région, excepté peut-être le Burundi, qui est proche de la RDC. Donc, si Joseph Kabila le fait, c'est parce qu'il sait qu'il peut compter sur le soutien des pays de la région, non pas des États-Unis, mais des pays de la région, en gardant à l'esprit que les États-Unis ne Il viendront est pas mourir. influent, Joseph Kabila au niveau régional? Il est Je ne influent, pense, toujours? influent, c'est trop dire. Je pense qu'il a des entrées. Je pense qu'il est respecté. C'est un ancien chef d'État qui a entretenu des relations pour le moins cordiales avec la plupart des chefs d'État de la région. Et donc, il garde ce respect. Il a ce respect de ses pairs que Tshisekedi n'a pas, justement. Et c'est ça qui est important à garder à l'esprit parce que les Américains n'enverront pas leurs troupes pour mourir pour le beau jeu de Congo, pour mettre fin à la guerre. Tout ce que les Américains veulent, c'est créer les conditions gagnantes pour leurs entreprises face à une Chine qui contrôle en grande partie le secteur extractif congolais. Mais pour les pays de la région, il faut mettre fin à la situation de guerre qui perdure Alors, à je l'est de disais la tout à l'heure, RDC. on comprend au regard des révélations, hein, des précisions qu'apporte ce rapport, notamment sur la volonté du mouvement AFC M23 d'évoluer et l'emprise qui s'annonce de Joseph Kabila sur ce mouvement. Est-ce que finalement l'ONU alerte Félix Tshisekedi Mais en d'une fait, certaine façon? l'ONU alerte la communauté internationale. C'est tout. C'est son rôle, c'est de dire voilà ce qui se passe, voilà ce que le groupe d'experts a pu constater. Après, c'est au Conseil de sécurité de décider. C'est tout. Et après, c'est aussi au gouvernement congolais de prendre des mesures qui s'imposent. Mais son Mais message, son justement, rapport est d'abord adressé au quelle Conseil de suite le sécurité. gouvernement congolais peut donner à ce rapport aujourd'hui? Mais moi, je crois que le gouvernement congolais va tout simplement dire, on vous a toujours dit que Joseph Kabila est avec le M23, on vous a toujours dit que le Rwanda nous pille. C'est un peu la posture du gouvernement congolais qui, sur le plan militaire, ne tient pas et qui compte aujourd'hui justement sur les États-Unis pour mettre fin à la guerre. C'est ça qui est un peu tragique dans cette histoire. Le gouvernement congolais ne compte pas sur l'armée congolaise. Le gouvernement compte sur la pression américaine, sur la pression de la communauté internationale Et quelles sont pour les emmener le conséquences, Rwanda. pour Joseph Kabila, Mais à pour la Joseph lumière de ce Kabila qui rapport? est Mais pour Joseph Kabila qui a été condamné à mort par le gouvernement congolais, qui est sanctionné par les États-Unis, il n'a plus rien à perdre. Moi, je crois que la plus grande erreur tactique ou stratégique qui a été commise par le clan Tshisekedi, c'est de placer Joseph Kabila dans une posture où, estimant qu'il n'a plus rien à perdre, va aller au bout de sa logique. Et comme il peut compter sur le soutien d'un certain nombre de pays de la région, il peut se dire que cette posture-là, c'est la meilleure à avoir face à un Tshisekedi qui est fermé à toute discussion sur justement la situation sociopolitique et économique au pays. Et quelles sont les conséquences diplomatiques pour le Rwanda, hein, suite à la publication de ce rapport, qui détaille, également l'appui, de l'armée rwandaise et ça, ce n'est pas effectivement une surprise, à l'AFC, au M23? Bah, je pense que les États-Unis surtout vont continuer à exercer des pressions sur le Rwanda pour l'emmener à modifier son comportement à l'est de la RDC, quitte à retirer ses troupes. C'est une chose. Du côté de l'Union européenne, il faut faire un peu attention parce que l'Union européenne a signé un protocole d'accord sur les minerais critiques avec le Rwanda, pas avec le Congo. Et donc, je ne pense pas que l'Union européenne va modifier sa position, d'autant plus qu'en fait, au sein de l'Union, parce que là, c'est plusieurs États, c'est les 27, ils sont divisés sur la position à avoir par rapport au Rwanda, vis-à-vis du Rwanda. Ce sont les Américains qui vont exercer davantage de pression. Mais ils le Vous savent, pensez que donc ce des rapport va informations qui ont pousser été les données, non. Américains à exercer encore plus de pression sur le Rwanda? Le rapport, non, parce que les Américains ont une position tranchée sur la question. Ils ont des satellites, ils n'ont pas besoin de groupes d'experts pour savoir ce qui se passe à l'est du Congo. Ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est de créer les conditions gagnantes pour leurs entreprises. Ils vont exercer des pressions sur le Rwanda afin de l'emmener à modifier son comportement, quitte à retirer ses hommes de l'est congolais. Le problème, c'est que même si le Rwanda venait à retirer aujourd'hui ses troupes du nord ou du sud Kivu, en tout cas des zones qui sont contrôlées par le M23, il y aura encore les 30 000 hommes que le 1,23 millions qui seront là, qui vont continuer à contrôler le pays. Et donc, comment tout ça va se passer? Je pense que les Américains finiront par renvoyer les partis à la table des discussions parce qu'il ne faut pas oublier, il faut garder à l'esprit
il y a l'un des aspects de l'accord de Washington est subordonné aux discussions qui devaient avoir lieu ou qui doivent avoir lieu entre le gouvernement congolais et le M23. Donc en réalité, on a un accord qui n'est pas complet et qui a besoin, du volet négociation RDC M23 pour pouvoir justement arriver à un processus de paix total, ce qui n'est pas garanti pour l'instant. Bon, du côté de l'Union, pour revenir, à la position européenne, ce rapport, il met en lumière un élément important aussi. En tout cas, les experts rappellent que le 1er décembre 2025, Paul Kagame, le président rwandais, a nommé un général à la retraite, James, Kabarebe, au poste de conseiller principal en matière de défense et de sécurité. Le 29 janvier 2026, donc c'est cette année, il a ensuite désigné le général de brigade Jean-Paul Nya-Rabudama comme, adjoint, de James Kabarebe, et ce dernier, il assurerait, enfin, il jouerait un rôle de liaison donc, entre, l'armée rwandaise, l'AFC M23, Joseph Kabila. Ça, c'est une information, qui devrait gêner, au niveau européen quand même. Oui, mais les Européens ne se préoccupent pas de ce qui se passe à l'est du Congo, ils se préoccupent de leurs intérêts. Déjà en 2024, quand ils ont signé, ce protocole d'accord avec le Rwanda, sachant que ce pays déstabilisait son voisin, cela posait problème. Et de ce que l'on sait des discussions sur l'Union européenne, c'est qu'il y a des pays qui sont farouchement opposés justement à toute sanction à l'égard du Rwanda, parce que le Rwanda est devenu un sous-traitant des intérêts occidentaux. Il faut garder cela à l'esprit. À Cabo Delgado, ce sont les troupes rwandaises qui Au sécurisent Mozambique, quand oui. même, au Mozambique, qui sécurisent quand même les intérêts de Total. Et donc, l'Union européenne a financé à deux reprises l'armée rwandaise justement pour cela, en 2024, en 2025. Et donc pour l'Union Elle européenne, n'a ce pas sont des renouvelé intérêts. l'enveloppe, Pas exigée encore, par, exactement. Kigali, pas encore en tout cas. Exactement, pas encore, parce que le Rwanda, justement, a fait de son armée l'armée rwandaise est devenue une armée mercenaire. C'est-à-dire, c'est une armée qui se déploie dans les zones de conflit pour sécuriser des intérêts, rwandais, mais aussi, étrangers, notamment occidentaux. On le voit aujourd'hui en Centrafrique. C'est le Rwanda qui sert d'interface aujourd'hui entre le pouvoir du président Touadéra, qui est proche de Moscou, avec les pays occidentaux. C'est Paul Kagame qui a demandé à son homologue centrafricain de rompre avec la Russie pour se rapprocher de Washington. Donc le Rwanda est utile encore, même pour les Américains qui exercent des pressions sur lui. Le Rwanda reste utile parce qu'en 2000, juste après les premières sanctions américaines contre Kigali, il y a quand même une réunion au Rwanda, à Kigali justement, qui a rassemblé les responsables américains, israéliens et africains sur le partenariat stratégique israélo-américain avec l'Afrique, avec le Rwanda comme porte d'entrée sur le continent. Donc le Rwanda continue à servir, ça reste un pays, un partenaire stratégique important pour un certain nombre de pays occidentaux, Oui, y compris et les c'est vrai que le États-Unis qui Rwanda l'ont multiplie sanctionné. aussi les accords, de défense, les accords militaires, notamment avec, sur le continent également. Et ce rapport, pour Exactement. terminer, dernière question, intervient bon, dans un contexte, particulier puisque, la RDC a saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda pour des exactions dans l'est du pays. Donc c'est un rapport qui vient s'ajouter, à ce contexte. Quelles sont les conséquences, pour l'accord de paix finalement? Est-ce qu'on peut dire que cet accord de paix, il tient toujours ou il est caduque aujourd'hui? Il n'y a jamais eu d'accord de paix. Il y a eu un OK. semblant d'accord de paix. C'est un accord politique qui devrait créer les conditions d'investissement américain sur le plan économique, c'est tout. Maintenant, on n'a pas abordé les questions de fond. Il est tout à fait normal qu'on se retrouve dans la situation dans Mmh. laquelle on est aujourd'hui. Et puis, sur la plainte congolaise, je pense que c'est une manœuvre politique, en fait, en réalité, qui a pour but d'emmener le Rwanda justement à changer de comportement. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda agresse la RDC. Si vous regardez, les motifs pour lesquels le Rwanda est aujourd'hui poursuivi, c'est pour des guerres qui ont eu lieu depuis 96. Je rappelle quand même que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le Rwanda avait déjà mené des guerres à l'égard de la contre la RDC. Il y a eu un rapport mapping, mais à l'époque, Tshisekedi se considérait comme le frère du président Kagame, avait décidé de passer outre, justement, de ne pas regarder le passé. C'est en Donc raison cette de la saisine, situation. c'est une façon pour Kinshasa de maintenir là une pression diplomatique sur, Exactement, Kinshasa? Ouais. exactement. En fait, c'est une démarche Mmh. judiciaire qui a pour but de maintenir certaines pressions politiques sur, le régime de Kigali. Si les choses viennent à évoluer positivement dans le sens voulu par Kinshasa, je ne crois pas que cette plainte ira de l'avant. Mmh.
Merci beaucoup Merci Patrick beaucoup Beko Patrick pour, Pico pour, cet cet éclairage sur éclairage ce sur rapport, ce rapport, onusien onusien concernant, concernant, les les évolutions dans évolutions l'est de dans la l'est de la RDC et les RDC, les ambitions, ambitions, de de l'alliance, l'alliance, du fleuve de Congo et Congo alliée et au alliée au M23, à Joseph M23. Kabila Voilà. et Et à l'armée à l'armée rwandaise. En rwandaise. tout cas, je vous Voilà, je vous remercie. remercie. Je passe, Je la passe main, la main à la à la communauté. Vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la RDC se dirige vers une vers une partition? partition. Donnez votre avis, postez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très vite. Prenez soin de vous.